à la fois hommes et femmes, etc. Non, non, bien sûr, on peut l'enlever, oui. Bon, alors, c'est sympathique d'être là, pour vous. Nous, très sympathique, merci d'être là aussi longtemps. Le destin de l'univers, donc on va pas parler du destin, mais de l'univers, hein, c'est bien ça, hein, voilà. Trou noir et énergie sombre, c'est autour du livre de Jean-Pierre Luminet, qui est là maintenant en poche, hein, et bien sûr, il se fera un plaisir de le signer pour ceux d'entre vous qui seront conquis par ce qu'il va dire, j'en suis sûr. Quel enjeu. Moi j'ai la vieille édition, vous voyez, donc, mais enfin, il existe maintenant en poche. Bien, avant de parler de ça, il devait y avoir, Colette, il devait y avoir Marie-Odile Monchicou, une femme, hein, pour que le quota soit respecté, mais vous le voyez, donc. Et il y a eu un malentendu, hein, entre nous. Moi, je me perds un peu dans mes... il m'arrive de mettre un jour de séminaire alors que je suis censé être à 7000 km de là. Enfin, je me suis rendu compte que parfois j'avais pris 3 déjeuners le même jour. je deviens vieux, donc il faut que je prenne ma retraite. Et je me suis demandé pourquoi, parce que j'ai pas un truc comme vous, là. J'ai pas un truc... le vieux Covadis, il est grand, mais enfin... Et j'ai compris en venant pourquoi je me trompais, parce que Covadis, pour les latinistes qui sont ici, ça veut bien ce que ça veut dire. C'est pas, non, c'est d'où je viens et pas où je vais. Covadis, sinon ce serait quem. Donc, voilà, c'est ça, que je suis un vieux réactionnaire et ce qui m'intéresse, c'est d'où je viens et pas où je vais. Voilà, donc j'ai trouvé pourquoi je me suis trompé sur Marie-Odile Monchicou. Je crois que tu le lui dises, n'est-ce pas, avec l'explication qui est là. Bien, Aurélien Fouillé, philosophe de son état, bien ça, je ne me trompe pas, hein. D'accord, et qui m'a déjà aidé dans ces circonstances, hein, puisque chaque fois qu'il y a quelque chose un peu scientifique, on met Aurélien Fouillé, qui est censé donner du principe de réalité à nos rêveries, mais peut-être qu'après tout, il y a aussi de la rêverie. Bien. Donc, pas Marie-Odile, mais nous sommes tout de même déjà 3, et puis on ne va pas parler longtemps. Si certains d'entre vous veulent prendre la parole, vous l'aurez rapidement. Alors, Jean-Pierre Luminet est directeur de recherche au CNRS. C'est la 3e fois, au moins, c'est la 3e fois exactement, au moins fait on va plus compter quand on aime, on compte pas, qui nous fait le plaisir d'être ici pour des romans, puisqu'il y a eu la trilogie, hein, Le secret de Copernic, la discorde céleste et L'œil de Galilée. Il y en avait eu un avant que j'ai pas lu. Et on l'a le fait, bâton de Clyde. le dernier qu'on a fait, c'est la période de Newton. Ah, c'est la période de Newton. Ah, oui. Transformé en tétralogie. Ah, oui, c'est ça. Ah, ben oui, voilà. On a fait la période, je me souviens, c'était ça. Et Newton, moi j'ai une grande affection pour Newton, de toute façon, pour diverses raisons. Mais par ailleurs, également, tu étais venu pour un livre précédent, à vrai dire, je ne me souviens plus lequel, mais enfin, c'est un livre, un des essais précédents. Alors, je lis, pour le présenter, mais enfin, il va se présenter lui-même et puis on en discutera, je lis dans cet autre livre qui est paru, Bonne nouvelle des étoiles, qui est un tableau le titre d'un tableau. C'est un tableau de Paul Klee. De Paul Klee, hein, Paul Klee, oui. Qui est paru chez Odile Jacob en 2009. Et à la page 85, je lis ceci. L'astéroïde numéro 5523, découvert au télescope du Mont Palomar en 1991, a été baptisé Luminé, quelques années plus tard. Donc on a quand même quelqu'un qui a dans le ciel son nom qui rôde. Et la phrase suivante est très, très plaisante. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir quand je vois les mœurs de voyous qui traînent à l'université. Une façon qu'a la communauté des astronomes professionnels de rendre hommage au travail d'un de leurs collègues. Virgule. Lequel n'a pourtant quasiment jamais mis l'œil derrière un télescope. Je crois que je dis ça à mes collègues qui me disent que je fais pas de terrain, donc que la sociologie fait aussi du chiffre et des trucs dans ce genre. En tout cas, voilà. Cependant, de temps à autre, il peut arriver que des astéroïdes s'échappent du troupeau,
Le plus souvent, c'est une collision entre eux qui perturbe leur stabilité gravitationnelle et les envoie au diable. Ils peuvent alors quitter leur chaste ceinture, prêts à faire les 400 coups. Voilà, de belles formules qui, dans le fond, renvoient bien un peu à ce que j'avais, à les quelques lignes que j'avais indiquées dans l'invitation. Finalement, je ne savais pas trop que mettre, donc j'avais inventé un peu quelques mots comme ça qui se mettaient l'un à côté de l'autre. Mais après tout, en relisant cette page, j'avais dit, en reprenant ce qui était indiqué d'ailleurs dans la livre de poste, le bestiaire de l'astrophysique regorge de créatures étranges, blafardes, naines blanches, étoiles à neutrons hyperdenses, supernovae apocalyptiques, etc., etc. Voilà un peu des métaphores, je ne sais pas si c'est des concepts scientifiques, en tout cas des belles métaphores qui rentraient bien dans le fond dans cette réflexion sur l'imaginaire que nous faisons ici. Également, on voit au travers de ces expressions finalement et de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure comment les paradoxes peuvent devenir des paradigmes et le paradoxe logique finalement c'est ce qui à certains moments peuvent devenir des principes épistémologiques. Je trouve qu'il y a là une relation intéressante et en tout cas qui peut nous aider à penser. Je vais lire 2 ou 3 phrases, puisque je suis malaisé dans ce domaine, donc je vais m'appuyer uniquement sur des textes qui corroborent un peu, je l'ai dit tout à l'heure, je le redirai encore, peuvent nous aider à penser. À la page, alors moi j'ai la vieille édition, mais enfin à la page 9 de ce destin de l'univers, ce qui est tout de même l'essentiel, et en tout cas moi ce qui m'a intéressé d'une manière métaphorique, ce qui a trait au trou noir. Donc, cette petite phrase comme cela, disant leur invention par une poignée de théoriciens hardis est sans conteste une des aventures intellectuelles les plus audacieuses des temps modernes. Le vocable même revêt une connotation magique. C'est vrai que cette invention des trous noirs, invention est entre guillemets, je suppose que parce que c'est l'étymologie latine là qui ressort, il faut faire venir à jour, invenire, et ce qui existe, et qu'après tout, on est là au cœur même de la démarche scientifique. Alors, tu me disais tout à l'heure, et c'est vrai, je vais le tirer vers la postmodernité, ça, en latin, ça s'appelle une captatio benevolentiae. Je vais essayer quand même d'attirer vers moi ce qui est dit dans les trous noirs, mais après tout, c'est légitime, puisque la définition qui est donnée de ces trous noirs, astre capable d'absorber toute matière environnante. Donc après tout, je peux aussi faire quelque chose de cet ordre et à l'image des trous noirs, tirer et attirer ce qui peut nous aider à penser la postmodernité. Pour tout dire, moi je me sers souvent de cette métaphore dans pas mal de mes conférences et cela je le dis pour ceux qui ici sont sociologues, j'ai souvent comparé les trous noirs justement à ce que sont les tribus. C'est-à-dire ceux qui ne s'inscrivent pas dans une énergie du lien social auquel nous étions habitués, dans le fond, le fait qu'il y avait de l'énergie qui se répandait dans l'espace-temps économico-politique, mais qu'il pouvait y avoir comme ça une espèce de densification qui pouvait se comparer, encore une fois, d'une manière métaphorique, au trou noir. Et quand on regarde ce qu'est l'énergie du black metal, de la musique techno et autres phénomènes de cet ordre, eh bien, je pense que ma comparaison n'est pas totalement, forcément infondée. Voilà le premier point. Donc, moi, je crois que cette idée de trou noir, en tout cas pour nous, est une métaphore qui peut nous aider à penser. En même temps, il est quelque chose qui revient, et en termes de temporalité, c'est important. Ce qui, là encore, j'essaie de voir ce qui se rattache à des éléments qui nous sont familiers. Je dirige donc le centre d'études sur l'actuel et le quotidien, et pour moi la thématique du quotidien est une thématique importante. Il a fallu du temps, et ce ne fut pas sans mal, que dans la réflexion sociologique, on a pu imposer ce thème du quotidien, parce qu'en fond, le quotidien, c'est micro, c'est de peu d'importance. En tout cas, ça ne s'inscrit pas dans ce qu'étaient les grandes catégories auxquelles la sociologie avait l'habitude d'analyser. Et là encore, sur ce thème donc du micro, je vous cite cette phrase qui, du point de vue, me paraît intéressant. On comprend intuitivement que
que les configurations microscopiques d'un système contiennent de l'information cachée sur celui-ci. Voilà encore là où je peux voir le type de connexion qui peut s'établir entre à la fois cette réflexion, bon, pour moi le quotidien, qui est dans le fond le micro, et ce qui fait culture. Et il y a juste après ce qui s'appelle la dynamique des trous noirs. Ça s'inscrit bien, encore une fois, dans ce que je disais tout au début, un principe épistémologique pouvant nous permettre de comprendre nombre de phénomènes contemporains. Même la politique n'est plus indemne par rapport à cela, et l'actualité n'est pas avare, justement, de phénomènes qui ne peuvent plus s'expliquer simplement au travers de la géopolitique, au travers des grandes catégories politiques, mais de ces informations grâce à Internet, et la Tunisie serait là un des bons exemples, mais il y en a bien d'autres, si vous voulez, où tout va se passer par capillarité au sein du quotidien. Deuxième point. Troisième point, ce que nous, en sociologie, et là encore, Aurélien s'intéressait, peut-être que tu as fait tu n'as pas encore fait un livre là-dessus sur Guyot, non? Non, pas encore. pas encore. Guyot, qui a été bien avant Durkheim, quelqu'un qui, en tout cas, a inventé le mot, même si Durkheim l'a pris par après, celui d'anomie. Hein, et moi-même, je m'en suis servi en montrant comment il y avait dans l'anomie quelque chose qui préfigurait en fait ce qu'allait être le canon après, donc en quelque sorte l'ordre. Et là encore, c'est intéressant de voir comment on peut tirer cela. L'apparition de l'ordre dans un système doit se payer par du désordre dans un système plus vaste. Il y a tout un développement là-dessus. Les systèmes deviennent de plus en plus désordonnés au cours de leur évolution. Je rappelle là encore que ce sur quoi s'appuyait Guyot, justement, quand il montrait la fécondité de l'anomie, forme de désordre, c'était cette vieille culture qui est la nôtre, Anaximandre, la genèse et le déclin, si je le dis en grec, Genesis, Kaipstora, comment il y a cette espèce de rapport dialogique entre le fait que quelque chose émerge et que quelque chose cesse dans un mouvement qui est un mouvement sans fin. Troisième point. Quatrième point, là encore, quelque chose qui m'a paru intéressant. Alors chacun d'entre nous a toujours un petit chinois à sa disposition pour un sage chinois, bien évidemment, pour sortir une phrase mystérieuse. Moi aussi, je m'y mets de temps en temps. Trouver toujours un chinois derrière les fagots. Et là, il y en a un donc qui s'appelle Van Fuxi, mais peut-être qu'il n'est pas du tout. C'est moi qui ne le connais pas, bien sûr. Enfin, il doit être très connu. En tout cas, ce qu'il dit me plaît beaucoup. En réalité, l'énergie réside dans le vide, et le vide n'est rien d'autre que l'énergie. Et bien évidemment, cela renvoie à ce thème du rien, qui est le creuset, hein, si je le dis en des termes un peu plus soutenus. Dans le fond, on a été omnubilé par les temps, et des penseurs comme Heidegger nous ont montré qu'on ne pouvait bien penser les temps qu'en référence à l'être, mais l'être étant justement le rien, le creuset. Là encore quelque chose qui corrobore. Alors je ne résiste pas au plaisir, le hasard fait que je lisais hier quelques pages de Heidegger, comme il m'arrive tous les jours de le faire, donc c'est pas par hasard, mais enfin, mais je suis tombé par hasard sur cette page-là qui était fort importante et qui était une petite pique. Parce qu'Heidegger avait cette belle formule concernant les scientifiques qui lui en ont beaucoup voulu, la science ne pense pas. Donc, et là, peut-être n'a-t-il pas tort à bien des égards, mais enfin, en tout cas, il montre bien, puisque vous savez que justement, dans la perspective un peu mystique qui est celle de Heidegger, il montre bien que toute chose, dans le fond, c'est ça, l'être, hein, et c'est mettre écart. C'est-à-dire, Dieu n'étant pas quelque chose comme ça de repérable, mais si je reprends ce que je disais il y a un instant, un creuset. Qu'en est-il donc de ce rien? Est-ce un hasard que nous nous exprimions ainsi tout naturellement? Est-ce une simple façon de parler et rien de plus? Point d'interrogation. Seulement, qu'avons-nous à nous soucier de ce rien? Le néant, précisément, la science le repousse et le relègue comme constituant le pur négatif. Das Nichtige, le nul et non avenu. Pourtant,
lorsque nous reléguons de cette façon le néant, précisément alors, est-ce qu'on ne va pas la léguer? Et il y a tout un développement montrant que, à l'encontre de ce que dit très souvent la science, le néant n'est pas qu'horreur et chimère. Mais la science ne veut rien savoir du néant. Voilà. Et je citais cette phrase parce que je trouvais que nombre de pages de Luminé, et peut-être qu'on a là la liaison qui pourrait être faite entre le trou noir et cette dimension heideggerienne, bien évidemment, ben, c'est comment, en quelque sorte, il y a là le début de toute chose. Hein. Je redis cette expression, moi qui m'est chère, le creuset à partir duquel on peut comprendre ce qu'est la vie sociale pour ceux qui m'intéressent. Voilà, dernier point, par rapport à tout ce que je viens ici d'indiquer. Là encore, l'être et le temps, c'est une chose qui n'est pas négligeable et en accord, enfin là en divergent accord en tout cas par rapport à ce qui est ma préoccupation, c'est de voir comment, plus qu'un linéarisme, il y a dans cette réflexion que nous propose Jean-Pierre Luminé quelque chose, et c'est intéressant bien sûr qu'il fasse ici référence à Nietzsche. Je cite ici la formule nietzschienne que reprend Luminé: il faut vivre avec la volonté que l'instant présent se répétera un nombre de fois infini. Puis après, il reprend cette idée. Je pense que le maître était un de tes maîtres, non, c'est pas ça, c'était le père Jésus, Le maître, c'est l'inventeur essentiellement de la cosmologie moderne. Voilà, Voilà. oui, qui était C'est le pas tout Belge, à fait mal. Un Belge, oui. Un Belge. Ça n'a pas été mon maître. Non, pardon. Trop jeune. Ah oui, bien, pardon, mais c'est lui qui a été l'inventeur. Absolument. De ça, oui, pardon. C'est le maître des cosmologies. Voilà. Et avec d'ailleurs, j'ai été étonné de voir ce rapport, puisque lui-même était prêtre, Oui. de toute façon, donc, montrant comment il y a ce qu'il appelle cet univers phénix, hein, c'est-à-dire finalement quelque chose qui rebondit d'un big bang et un big crunch. Donc, et ça, je trouve qu'il y a là une dialogie qui est intéressante. En tout cas, pour ce que j'en comprends, et si je sais encore une fois de rater cette idée-là dans mon domaine, cela renvoie à moi ce que j'appelais l'instant éternel, hein, c'est-à-dire non plus une éternité qui est quelque chose de lointain et que l'on atteindra plus tard, mais ces instants que l'on vit ici et maintenant. Et là encore, je te prie de m'en excuser, mais on a là typiquement la temporalité de la postmodernité, qui justement n'est plus dans un linéarisme, mais bien, et on le voit là très concrètement, comment empiriquement, ben, il y a de ces instants, hein, c'est-à-dire cette éternité qui est rapatriée dans l'ici et maintenant. Voilà, chers amis, les quelques points que je pouvais dire concernant ces lectures. C'était pour amorcer la pompe. Je passe à Aurélien Fouillet le soin de dire des choses plus sérieuses que moi. Alors, je ne sais pas si je vais dire des choses plus sérieuses. Je comptais pas parler en fait d'épistémologie ou de philosophie des sciences, mais je vais quand même rebondir sur ce que vient de dire Michel Maffezoli. Il a parlé des systèmes complexes avec justement cette information qui cachée dans les micro interstices finalement des systèmes. Il a parlé du second principe de la thermodynamique avec cette tragédie, pourrait-on dire, du désordre qui ne peut aller qu'en augmentant. Et il a parlé aussi d'Heidegger et de ce qu'il nous dit dans Qu'est-ce que la métaphysique. Il nous dit que l'être apparaît dans sa disparition. Il nous dit que c'est quand l'être disparaît qu'on se rend compte qu'il est là et qu'on se rend compte de ce qu'il est. Et finalement, les trous noirs, il y a quelque chose de ce principe-là aussi. Jean-Pierre Luminé me corrigera si je me trompe. Mais avant que la matière soit avalée par le trou noir et qu'elle disparaisse derrière ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, elle chauffe en quelque sorte et elle émet des rayonnements. Et finalement, on peut voir les trous noirs, notamment grâce à ces rayonnements qui sont émis par la matière qui est donc aspirée, avalée par les trous noirs. Et sur le temps c'est quelque chose de très intéressant en physique. Alors pas seulement en physique, pour tout le monde c'est intéressant le temps, mais en physique c'est très intéressant, et d'autant plus dans la physique contemporaine, parce qu'on se trouve à des échelles où on ne peut pas vraiment savoir ce
qu'est le temps pour un atome, ce qu'est le temps pour un quark, qu'est-ce qui se passe temporellement dans un trou noir, et ça remet finalement complètement en cause nos conceptions traditionnelles du temps, notamment d'un temps linéaire, d'un temps continu, d'un temps homogène, mais ça c'est des choses peut-être que vous savez déjà, et puis Jean-Pierre Luminet en dira plus que moi. Donc je voulais pas parler d'épistémologie, mais déjà la première chose que je voulais dire sur ce livre, moi je suis un grand fan des Beach Boys, et il y a un chapitre qui s'appelle Good Vibration, et donc rien que pour ça, je tiens à remercier Jean-Pierre Luminet. Alors ce livre, c'est finalement une somme de savoir passé et présent de la physique et de l'astrophysique, mais c'est aussi un catalogue des hypothèses du devenir de l'univers, de qu'est-ce qui peut se passer à la fin. Michel Maffezoli a parlé du Big Crunch, il y a le Big Rip, il y a tout un nombre d'hypothèses sur la fin probable ou possible de notre univers, des fois en boucle d'ailleurs, une fin qui finalement entraîne un recommencement. C'est finalement un livre que les gens du XVIIIe siècle auraient pu qualifier de somme des savoirs en astrophysique que tout honnête homme devrait maîtriser ou devrait connaître. Alors c'est un livre qui est tout à fait accessible et illustré. Il y a dans la collection de poche, il y a pas mal d'encadrés qui expliquent finalement, qui permettent des éclaircissements. Il y a aussi, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, des choses plus pointues. Mais c'est aussi, comme le rappelle le 4e de couverture, un bestiaire, voire même une tentative de taxinomie des différents corps célestes et du milieu dans lequel ils apparaissent. Alors j'ai noté quelques titres comme ça de chapitres ou de sections qui montrent bien ça. Il y a les nébuleuses planétaires, le jardin des naines blanches, l'oignon géant, qui en fait les étoiles, le phare dans le ciel, que sont les pulsars. Et puis après on a les différents types de trous noirs, électriques, glabres, dynamo, laser ou acoustiques. Finalement, autant d'êtres qui peuplent les astres, qui peuplent l'espace, et qui peuplent aussi nos esprits. Comme l'a rappelé Michel Maffezoli, si ce pont est possible entre les théories scientifiques dites des sciences dures et les sciences humaines comme la sociologie, c'est parce que finalement il y a peut-être quand même quelque chose de commun dans notre façon de penser le monde, que ce soit le monde physique au sens traditionnel ou que ce soit le monde social. Alors j'en viens à mon second point, qui est finalement la question du titre. Alors Jean-Pierre Luminet nous a dit tout à l'heure que justement ce n'était qu'un titre et qu'il ne portait pas spécialement le terme de destin comme vraiment symbolisant ce qu'il a voulu dire. Ceci étant, je trouve que c'est un titre très intéressant. Alors, non seulement parce que, en plus du bestiaire, dans ce livre, Jean-Pierre Luminet nous raconte une histoire, voire même plusieurs histoires, et moi j'ai retrouvé quelque chose des récits de voyage de Bernal Díaz del Castillo, qui est un conquistador espagnol, qui raconte la conquête du Mexique par Cortés, où chaque chapitre commence par où il est question du moment où nous avons rencontré Montezuma, où il est question de telle ou telle peuplade, où il était question de telle ou telle pratique ou coutume. Et alors les titres de Jean-Pierre Luminet ne sont pas sous cette forme-là, mais voilà, ils évoquent des histoires. Il y a par exemple Petite histoire de la lumière, un tireur, un train, une course truquée, le golfe cosmique, un sac de billes, le voyageur imprudent, le maelstrom cosmique, la porte étroite, la machine à remonter le temps, ou encore à la recherche de l'animal rare. Chacun de ces titres finalement raconte une histoire à lui tout seul. Ça pourrait être des nouvelles de science-fiction comme des nouvelles de Borges ou des romans tout simplement. Mais ce que montre bien ce livre, c'est que toutes ces histoires qui ont jalonné l'histoire des sciences, qui ont jalonné l'histoire de la pensée de l'univers,
finalement, se retrouvent dans une seule et même histoire. Alors pourquoi ce terme de destin? La première explication, elle est à la fin du livre. C'est bien entendu parce que c'est l'objet même de la cosmologie, que de comprendre le présent et le passé de l'univers pour essayer de calculer l'avenir de l'univers. Alors la deuxième explication, qui est une explication plus personnelle et que je ne traite pas du tout à Jean-Pierre Luminet, mais peut-être qu'il sera d'accord avec moi, elle m'est revenue à la citation qui est en exergue du livre. C'est une citation de Roland Topor. Il dit ceci: l'histoire qui va suivre est véridique jusque dans ses moindres détails, à moins qu'une affreuse erreur n'ait tout faussé depuis le début. Alors, est-ce que ça veut dire que toute cette histoire pourrait être fausse? Après tout, pourquoi pas. Et il cite un peu plus loin dans le livre Nietzsche, encore, qui dit ceci: ce n'est pas le moindre charme d'une théorie que d'être réfutable. Alors, il y a aussi en histoire des sciences, je confonds toujours les deux, je sais jamais si c'est Quine ou Kuhn, donc vous me pardonnerez. Mais voilà, qui dit que finalement ce qui fait la scientificité d'une théorie, justement scientifique, c'est sa capacité à être réfutée. Une théorie qui ne serait pas réfutable, Popper, voilà, pardon, merci. Une théorie qui ne serait donc pas réfutable ne serait pas scientifique. Alors, en allant un peu plus loin que ça me fait dire que finalement, peu importe que l'histoire soit vraie ou fausse. Parce que l'univers, c'est peut-être ainsi, il est peut-être comme on le décrit ou peut-être pas, mais ce qui reste finalement, c'est cette aventure de compréhension que nous décrit Jean-Pierre Luminet dans son livre. Alors peut-être, encore une fois, peut-être que on peut penser avec Novalis qu'il faut romantiser le monde, c'est-à-dire mettre de la poésie, mettre du sens, chercher finalement à ce que les choses nous parlent, tout simplement. Alors vous voyez peut-être où je veux en venir. L'astrophysique, ou comme la sociologie de l'imaginaire ou la littérature, finalement tout ça, ça nous renvoie à cette sentence d'Hölderlin, qui est reprise aussi par Heidegger, l'homme habite en poète. Alors je pourrais vous parler longtemps de savoir et poésie et de création et savoir. Je pense qu'il y a un lien très étroit entre les deux. Mais je ne vais pas trop m'étendre pour laisser la parole à Jean-Pierre Luminet, pardon. Voilà. Ah oui, c'est bon. Qui nous éclairera justement après tout ça. Et donc l'homme habitant poète, ça peut aussi signifier que l'homme et le monde sont étroitement liés. Et voilà peut-être finalement le sens possible à ce titre, le destin de l'univers. Alors j'ai une question à poser moi à Jean-Pierre Luminet. Est-ce que les sciences physiques et l'astrophysique en particulier sont sortis de l'histoire? Est-ce que c'est pour ça que ce titre vous est venu, ou est-ce que c'est juste comme ça? Et quand je dis sorti de l'histoire, c'est est-ce que ça nous propose finalement d'aller vers une forme de destinée, un fatum, ou une expression que reprend régulièrement Michel Maffezoli, nous propose presque un amor fati, accepter finalement que le présent se répète, par exemple. Et autrement dit, est-ce que la science cherche aujourd'hui à réenchanter le monde, comme me l'a suggéré en tout cas la lecture de votre livre? Je te remercie. Amor fati, c'est Nietzsche. Oui, je sais. Malheureusement, c'est pas moi, je regrette. Vraiment. Juste pour dire, je te remercie vivement. Avant de te donner la parole, ce que j'ai dit de manière allusive tout à l'heure et ce que vient de reprendre Aurélien, c'est que, dans le fond, tout au long du XIXe siècle, il y a eu le modèle scientifique qui s'est imposé, et en particulier qui s'est imposé à nous, sciences humaines et sociales. Et il y a eu une forme de fascination qui est devenue une sorte de sidération. On a été sidéré par ce modèle, comme ça, dans le vrai sens du terme. Or, le paradoxe, c'est que justement, les sciences humaines et sociales sont restées sur un modèle scientifique très positiviste. Et ce que tu as fait ressortir, ce qu'en effet, pour ma part aussi, je lis, c'est que, en général, les sciences dites dures par rapport à nos sciences molles, finalement, ou les sciences
humaines par rapport aux sciences humaines, elles ont suivi un type d'évolution qui leur fait intégrer la métaphore, l'analogie, comme étant non pas simplement des concepts, mais des leviers méthodologiques. Hein. Après tout, des clés qui peuvent nous permettre de comprendre. Et c'est là où il y a un vrai paradoxe. Moi, j'essaie de le dire souvent à mes collègues quand ils ont un peu du temps à m'entendre. C'est-à-dire, à un moment donné, on a été sidéré. Il se trouve que les sciences dures, elles, arrivent à intégrer pour avancer, pour ne pas être dogmatiques, pour justement être à la manière de ce que disait Popper, c'est-à-dire quelque chose où il y a possiblement cette falsibilité, hein, quelque chose, c'est le contraire du dogme, eh bien, cette capacité de pouvoir éventuellement se tromper. Voilà, juste, je précise ça pour dire qu'il y a une évolution auquel nous avions à être attentifs. Alors, cher ami. Alors, c'est à moi. Bon. Merci en tout cas pour ces éclairages transversaux. Alors oui, ce livre sort d'une histoire, mais qui est finalement, je crois que c'est ma propre histoire, parce que dans ce livre, j'ai une sorte d'épitomée, comme on disait aussi à une époque, essayer de synthétiser un petit peu toute ma fascination de mes 30 années de chercheur, qui ne sont pas finis encore, mais à travers justement tout un ensemble de créatures étranges, dont les plus étranges sont effectivement les trous noirs, mais justement insérer, raconter l'histoire des trous noirs, ce que j'avais déjà fait d'ailleurs dans un livre beaucoup plus ancien, en fait le premier livre de culture scientifique que j'ai écrit. C'était en 1987, il s'appelait déjà Les Trous Noirs, et cet ouvrage-là est un très large développement 20 ans plus tard, 20 ans après, on reprend les mêmes personnages, mais il y a beaucoup de choses nouvelles et d'histoires nouvelles qui doivent être racontées. Voilà, donc ça raconte tout mon rapport et mes questions qui ont commencé à l'adolescence sur les mystères de l'univers et surtout les mystères de l'invisible et les mystères du noir. Je me souviens, je suis né en Provence, vous l'entendez sans doute à ma pointe d'accent encore. Méridionale, et sous les beaux cieux provençaux, je me souviens encore aujourd'hui que lorsque je regardais les étoiles, le ciel est beau en Provence en général, ce qui m'intéressait c'était plutôt ce qu'il y avait entre les étoiles, c'est ce qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire le noir, l'architecture invisible de l'univers. Alors le noir, ça peut se décliner sous plein de formes différentes, ça peut être, est-ce que c'est le néant justement, hein? À ce propos, Heidegger, je sais que vous aimez beaucoup Heidegger, il a écrit des choses profondes, mais sur le plan scientifique, il avait malheureusement un petit peu 2 siècles de retard, hein, parce que, bon, je vais peut-être en parler justement du rôle fondamental de ce qu'on appelle aujourd'hui le vide, dans peut-être la genèse de l'univers, en tout cas de notre univers actuellement compréhensible, et peut-être également sur le destin à très long terme de l'univers. Donc bref, pour revenir sur l'objet central, les trous noirs, bien, en fait c'est une lecture de jeunesse. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais au moins fasciné davantage en fait par les arts, les lettres, la musique, la littérature, la peinture, tout ce qui me semblait créatif et qui me semblait receler un petit peu le mystère de l'être en rapport avec le cosmos qui l'entoure, le cosmos au sens étymologique du terme. Et j'ai simplement suivi des études scientifiques parce que j'avais des facilités en mathématiques, hein, ça arrive comme ça, par le hasard des choses, et donc on suit des filières scientifiques. Mais ce n'est que très tard, en fait, hein, au niveau d'une maîtrise de mathématiques que je faisais à l'université de Marseille, que j'ai eu le bonheur d'ouvrir un livre de vulgarisation qui parlait du Big Bang et des trous noirs, à une époque où c'était encore justement considéré comme des théories absolument pas vérifiées. Et c'est ça justement qui m'a intéressé. D'abord, j'ai vu à quel point utiliser l'outil des mathématiques, de la géométrie pour aborder justement des grandes questions. Existe-t-il des astres invisibles capables effectivement de creuser des véritables puits dans le tissu élastique de l'espace-temps, dans le mollusque de l'espace-temps, comme j'avais lu justement dans une page qui traitait de relativité générale dans une encyclopédie générale de l'astronomie, et le terme même de mollusque d'espace-temps avait déclenché en moi tout un ensemble d'images métaphoriques qui m'ont fasciné. Et alors après, pour savoir effectivement comprendre de quoi il s'agit, il faut développer tout un ensemble de connaissances en mathématiques, géométrie non euclidienne, espace-temps élastique, toutes ces choses-là. Et voilà, donc après j'ai décidé de devenir chercheur, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir le devenir, très bien encadré quand je suis venu passer ma thèse à l'Observatoire de Paris, et très rapidement, effectivement, c'est les lectures que j'avais faites, les bribes de lecture que j'avais pu faire sur ces créatures encore
encore dans l'enfance, à la fois théorique et encore plus observationnelle, les trous noirs, j'ai voulu effectivement très tôt m'attacher à ça. D'ailleurs, l'un des premiers travaux que j'ai publiés dans les revues internationales très sérieuses, c'est en fait le calcul par l'ordinateur, alors les gros ordinateurs de l'époque, il y a encore les cartes perforées qu'on a portées par paquet, etc., de à quoi pourrait ressembler un trou noir si on pouvait justement le voir de près. Alors justement, je reviens sur quelque chose de très important qu'a dit Aurélien. Le trou noir, par définition et par construction, c'est l'objet invisible par excellence. Donc c'est des choses justement qui m'avaient fasciné. Est-ce qu'on peut révéler justement l'invisible par quelque chose? Oui, on va le révéler indirectement, pas précisément. Si l'objet est seul, il est effectivement à jamais invisible. Et s'il est entouré de quelque chose, eh bien l'action qu'il va produire sur ce qui l'entoure va permettre effectivement d'en détecter la présence. Alors par exemple, un trou noir est entouré de gaz. Par exemple, un trou noir, normalement les trous noirs les plus simples se forment par ce qu'on appelle les fondements gravitationnels des étoiles très massives. À la fin de leur vie, vous savez comment fonctionnent les étoiles. Hein. Les étoiles produisent de l'énergie parce qu'il y a des réactions nucléaires au centre. La réaction nucléaire consomme le carburant de l'étoile, qui est essentiellement de l'hydrogène. Et lorsque le carburant est épuisé, la gravité générale, qui a toujours tendance à faire se comprimer les astres, l'emporte sur toute autre forme d'énergie sortante, et l'étoile finit par se contracter et s'effondrer sur elle-même. Et on aboutit justement, et ça c'est un immense progrès de l'astrophysique du XXe siècle, on appelle la théorie de l'évolution stellaire. On aboutit justement à ce bestiaire, qui n'est pas un bestiaire métaphorique et poétique. La phrase que tu as lue, là, c'est un extrait de la 4e de couverture, les créatures étranges, hybrides, là, qui sont hybrides parce que c'est enfanté par les théories par la gravitation, puis par les processus de physique quantique. Donc les blafards de naines blanches, les étoiles à neutrons hyperdenses et les supernovae apocalyptiques, ça pourrait vous paraître de la poésie, mais c'est aussi de la science. Ce n'est pas de l'imaginaire, même si au départ, souvent, ces objets ont été imaginés d'abord sur le papier par des théoriciens et révélés de façon extraordinaire, ce qui montre tout de même que Heidegger, quand il dit que la science ne pense pas, non, on peut ne pas être d'accord avec ça. Dites-vous bien que les objets les plus fascinants mis aujourd'hui à jour par les grands télescopes, etc., ont d'abord été calculés sur le papier par des théoriciens. Hein, voilà. Alors par exemple, la naine blanche, c'est le destin, bon j'utilise le mot destin, c'est le terme disons de l'évolution des étoiles à peu près normales comme le Soleil. C'est-à-dire on sait que le Soleil, quand il aura épuisé son carburant, d'abord il se sera mis à gonfler. Il y a une étoile énorme qui englobera pratiquement tout le système solaire, donc le sort de la Terre est lié au gonflement du Soleil, c'est pas avant 4 ou 5 milliards d'années, ça va, on a le temps de partir. Voilà. Et on sait que le cœur du Soleil se contractera pour former justement un objet que l'on appelle une naine blanche, hein, c'est pas un terme de poésie, c'est un terme d'astrophysique, qui est un corps qui a la masse à peu près d'une étoile comme le Soleil et qui a les dimensions aussi petites qu'une planète comme la Terre. Donc on a déjà un objet hyperdense qui, lorsqu'il avait été prédit par des théoriciens dans les années 1920, avait déjà commencé à beaucoup choquer, parce que la densité, la masse volumique moyenne d'une naine blanche, si vous en prenez un dé à coudre, ça pèserait 1 tonne. Bon, alors ça peut paraître surprenant, ce type de matière, on ne le connaît pas sur Terre, mais on comprenait, grâce aux lois, au développement de la physique nucléaire, de la physique quantique, que ce type de matière pouvait effectivement être forgé dans les étoiles. D'ailleurs, un petit détour assez poétique qui reste tout à fait astrophysique également, surtout pour les dames ici, c'est que j'ai eu un chapitre sur les naines blanches où je parle des diamants en fait, parce que les naines blanches sont donc le résidu de la combustion essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium qui fabriquent du carbone. Et une fois que le carbone est fabriqué dans ces étoiles-là, il reste à l'état de carbone et la naine blanche va se refroidir lentement et le carbone va finir par se cristalliser pour devenir donc la forme cristallisée du carbone, comme vous savez, c'est du diamant. Donc le sort de 90% des étoiles dans l'univers, celles qui ressemblent à notre Soleil, puisque évidemment notre Soleil est une étoile archi-banale, donc la plupart des étoiles ressemblent au Soleil, et réciproquement, le sort de ces étoiles-là, c'est de transformer en gigantesques diamants qui ont la taille d'une planète comme la Terre. Voilà, mais ne rêvez pas trop, mesdames, de le porter au cou, parce que ce sont des diamants hyperdenses qui ne sont pas formés, effectivement, comme les diamants terrestres. Alors voilà, on plonge dans l'astrophysique toujours plus extrême, et toujours peut-être plus poétique, mais toujours plus réel. Le stade ultérieur, c'est les étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil, ont une vie beaucoup plus brutale et brillante. C'est
un petit peu comme Achille, hein, qui disait je préfère mourir jeune mais briller de tous mes feux plutôt que de vivre lentement à petit feu. Ben, c'est ce que font les très grosses étoiles massives. Au lieu de vivre 10 milliards d'années comme le Soleil en économisant leur énergie, elles brillent quelques milliers d'années ou quelques millions d'années en brûlant à toute vitesse leur carburant. Elles explosent de façon catalytique dans ce qu'on appelle effectivement des supernovae, et leur cœur s'effondre pour former justement des étoiles à neutrons hyperdenses qui cette fois-ci, toujours avec des masses d'étoiles, ce ne sont plus que des boules qui ont la taille de Paris, à peu près une dizaine de kilomètres. Donc cette fois-ci, le dé à coudre d'une étoile à neutrons pèse 1 milliard de tonnes. 1 milliard de tonnes, c'est à peu près la masse d'une montagne ou de mon astéroïde luminé, là. C'est en 1523, qui doit faire une dizaine de kilomètres, il fait 1 milliard de tonnes. Voilà, ben on me comprime dans un dé à coudre, on a l'idée de la densité d'une étoile à neutrons. Et ce qui est fascinant, là encore, donc tous ces objets, je vous répète, ils ont été calculés sur le papier bien avant. Par exemple, les étoiles à neutrons, dès qu'on a découvert au laboratoire la particule élémentaire dite neutron, le lendemain, un astrophysicien russe a spéculé sur la possibilité qu'il existe des étoiles entières faites de neutrons, issues justement de l'explosion des supernovas. Personne ne l'a cru, évidemment. Il a fallu attendre 35 ans pour que les étoiles à neutrons soient détectées par hasard par des radiotélescopes. On les a appelés pulsars. Et j'ai des chapitres, je pense, assez intéressants là-dessus, sur les pulsars. Et notamment, parce que dans mon livre, puisque c'est aussi un peu ma propre histoire mêle constamment mes recherches scientifiques et mon goût effréné pour l'art sous toutes ses formes, pour la littérature, la poésie, la musique, la peinture, la sculpture, etc. Et donc il y a beaucoup dans les encadrés, il y a des encadrés effectivement aussi des encadrés qui mettent un petit peu en lumière certaines idées de la physique moderne avec la peinture, avec la littérature, avec la poésie, un certain nombre de choses. Voilà. Et à propos des pulsars, justement, je raconte une expérience extraordinaire que j'ai vécue au début des années 90. C'est lorsqu'un très grand compositeur de musique contemporaine, hélas aujourd'hui décédé prématurément, qui s'appelait Gérard Griset, qui est l'inventeur en fait d'un mouvement très important qu'on appelle la musique spectrale, m'a contacté, m'avait écrit pour me proposer un projet qui lui était passé par la tête. Il avait entendu dire que grâce à des radiotélescopes, on pouvait détecter dans le ciel l'équivalent de sons cosmiques. Ce ne sont pas évidemment des véritables sons qui se propagent dans l'espace vide, il n'y a pas de sons qui se propagent, mais les signaux radio sont captés par des grands radiotélescopes, sont transformés en signaux électriques, ils peuvent être amplifiés, et si on branche les haut-parleurs, on entend quelque chose. Voilà. Et c'est une transposition donc de signaux électromagnétiques en ondes acoustiques. Et il se trouve que justement ces résidus d'explosion de supernova, ces pulsars, lorsqu'ils ont été découverts, on a simplement vu sur des enregistrements radioastronomiques qu'il y avait des pulsations extraordinairement régulières, comme des sortes de métronomes qui venaient du ciel, qui tombaient du ciel. Au point que d'ailleurs c'était d'une telle régularité, ces temps d'arrivée des signaux, que pendant quelque temps on a cru que c'était peut-être des signaux artificiels, ça c'était dans les années 1960, provenant peut-être de civilisations extraterrestres qui voulaient nous envoyer des messages. Et je me souviens encore, à cette époque, j'étais encore, évidemment tout jeune, mais je lisais déjà un petit peu des choses de vulgarisation, et je me souviens encore, effectivement, de quelques annonces sensationnelles dans quelques journaux qui disaient on a peut-être enfin détecté pour la première fois un signal extraterrestre, et on avait commencé à appeler ces objets étranges LGM, qui voulait dire Little Green Man, petit homme vert. C'est le petit homme vert qui nous envoie un signal. Et puis, au bout de 2 semaines, on en trouve un deuxième, et puis un troisième, un quatrième, et on a commencé à se dire, non, ils sont pas tous en train de communiquer avec nous en même temps, tout de même, hein, ce serait invraisemblable. Voilà. Et c'est là qu'on s'est souvenu de la prédiction, des calculs des théoriciens 30 ans plus tôt sur l'existence d'étoiles à neutrons, des étoiles extraordinairement condensées, qui en tournant sur elles-mêmes très rapidement et en ayant un champ magnétique très puissant émettaient des faisceaux radiatifs, un peu comme un phare, et le faisceau du phare balait l'espace, et quand il y a un radiotélescope devant, on détecte un signal radio, et aujourd'hui on peut entendre, on peut transposer donc ces signaux en débattement acoustique. Et juste pour finir cette histoire, il faut quand même que je vous dise quelques mots sur les trous noirs et sur l'énergie du vide. J'ai donc avec ce compositeur Gérard Griset, nous avons conçu une pièce qui est jouée maintenant dans le monde entier depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Le Noir de l'étoile, qui est une œuvre écrite pour 6 percussionnistes humains et des guest stars
au sens propre du terme, qui sont des pulsars captés au moment des concerts par des radiotélescopes et qui arrivent voilà comme ça dans la salle brutalement, des sons cosmiques qui ont mis quelques milliers d'années pour nous parvenir, avec un rendez-vous cosmique extrêmement précis parce qu'ils doivent arriver à l'heure juste au moment où les musiciens s'arrêtent de jouer, on doit entendre le pulsar. Et voilà, donc ce projet de rendez-vous cosmique. C'est simplement un exemple aussi culturel comment l'astrophysique la plus pointue, avec des objets extrêmement exotiques, peut s'insérer assez rapidement dans le contexte culturel, dans la création après artistique, être les raptus aussi, hein, il y a d'autres raptus intéressants de ces choses-là. Alors il y a eu énormément de raptus aussi qui ont été faits sur les trous noirs. Alors le trou noir c'est l'aboutissement ultime, poussé presque jusqu'à l'absurde de l'effondrement, où cette fois-ci il n'y a aucune configuration solide de la matière qui peut arrêter l'écrasement, l'effondrement d'une étoile hypermassive, et il y a donc ce trou noir qui se forme. Alors, présenté comme ça semble absurde, parce que si rien n'arrête l'écrasement, ça veut dire que tout finit en un point infinitésimal, donc voilà, c'est absurde physiquement, et donc pour ça, il faut envisager, il faut replacer ça dans un contexte théorique plus profond, qui nous fait mieux comprendre ce que c'est que la gravitation. Alors, je vous raconte cette histoire parce que c'est vraiment une histoire que je suis obligé de raconter dans mon livre, dans différentes parties. Pour cerner le trou noir, il faut d'abord en passer effectivement par cette histoire de raconter l'évolution, le sort final des étoiles, mais aussi du coup après pour comprendre cette chose apparemment absurde poussée à l'extrême, passer à une explication plus profonde de ce que peut être la gravitation, et ça on ne peut pas faire l'impasse de parler de la théorie d'Einstein, la relativité générale. Voilà. Donc il y a toute une présentation la plus pédagogique possible de ces notions d'espace-temps élastique, courbé, déformé par la présence de matière et de lumière. Et dans ce cadre-là, le trou noir est envisagé maintenant comme une sorte de puits, c'est-à-dire une déformation si extrême du tissu élastique de l'espace et du temps, par une concentration de matière énorme, qu'il va se former dans la structure même de l'espace et du temps, une sorte de puits dans lequel la matière et l'énergie vont tomber. Voilà. Ça, c'est la notion théorique de base. Lorsque je suis arrivé pour faire mes thèses de doctorat à l'Observatoire de Meudon, à la fin des années 70, donc je répète, je me suis immédiatement intéressé à la possibilité de rendre visible par le calcul informatique ces trous noirs, étant entendu que donc un trou noir formé par une étoile, il a toutes les chances de vivre en couple, parce que vous savez que la plupart des étoiles vivent dans des systèmes doubles, des fois 3, 4, mais là c'est un peu moins solide en général, c'est 2 la façon la plus stable pour les étoiles de vivre ensemble. Et dans un couple stellaire, l'une des deux qui évolue plus vite peut se transformer en trou noir, l'autre reste gazeuse, et le trou noir va aspirer progressivement le gaz de son ou sa partenaire, et le gaz va tourbillonner avant de tomber dans le trou noir, il va être chauffé, il va émettre des rayonnements de très haute énergie caractéristiques, qui sont essentiellement détectables seulement par des télescopes embarqués dans l'espace, parce que ce sont des rayons X qui, heureusement pour nous, ne parviennent pas au sol, sinon la vie n'existerait pas sur Terre. Et donc j'ai débarqué à l'observatoire pour travailler théoriquement sur les trous noirs dans une communauté à la fin des années 70 d'astronomes qui essentiellement n'y croyaient pas encore. Mais ça a été justement le moment clé où on commençait enfin à avoir des télescopes à rayons X embarqués dans l'espace, et on a commencé enfin à voir des phénomènes dans l'univers qui devaient s'interpréter en termes de trous noirs. Et c'est là que la grande aventure, ma grande aventure en tout cas, la mienne, avec les trous noirs a commencé et a duré une trentaine d'années, et c'est une aventure que je raconte, et à la fois une aventure qui essaie de trouver d'autres moyens également de mettre des trous noirs en évidence. Donc par exemple, j'y consacre un chapitre, parce que ça correspond à un travail que j'ai fait dans les années 80 pour ma thèse de doctorat d'État, c'est ce que je vais appeler les crêpes stellaires flambées. C'est l'idée que, j'aime bien effectivement utiliser des termes un petit peu métaphoriques, mais qui correspondent vraiment à des processus astrophysiques que l'on peut mettre en évidence. On commençait à soupçonner à cette époque-là qu'au centre des galaxies, il pouvait y avoir des trous noirs gigantesques, des trous noirs géants, cette fois-ci, pas simplement les trous noirs formés par des étoiles. Et ces trous noirs sont si géants qu'ils pouvaient attirer les étoiles, en fait des amas d'étoiles qui sont autour, et certaines étoiles pouvaient frôler ces trous noirs sans tomber dedans, mais quand même les frôler tellement qu'elles étaient déchirées, déchiquetées,
par les forces gravitationnelles du trou noir. Tout ça, figurez-vous, ça se met en équation. On peut d'abord réfléchir un petit peu à la façon dont ça peut se passer, puis après on met ça en équation, on fait tourner un ordinateur, et voilà. Et j'avais trouvé que en quelques heures de passage de ces étoiles frôlant les trous noirs géants, ils étaient aplatis dans leur orbite sous forme de crêpes, donc des crêpes gazeuses, qui après finissaient par rebondir et exploser en chauffant, les crêpes stellaires flambées, ce qui proposait en fait une nouvelle façon, une signature peut-être observationnelle de ces objets invisibles que l'on ne voit pas, la façon dont ils font briller la matière qui est autour. Donc le trou noir nu est invisible et habillé de gaz, d'étoiles, etc. Ça peut devenir la clé des phénomènes les plus lumineux dans l'univers. Et effectivement, parmi les phénomènes les plus lumineux que l'on connaisse aujourd'hui, il y a les quasars, par exemple, qui sont des galaxies extrêmement lointaines, dont le noyau brille de façon fabuleusement importante. Un quasar qui n'est pas plus gros que le système solaire brille comme 1000 galaxies. Alors qu'une galaxie, c'est 100 milliards de systèmes solaires, vous voyez un petit peu, parce que tout simplement, on pense qu'il y a un trou noir géant au centre qui absorbe des quantités d'étoiles, chaque année, comme ça. Ça bouffe les étoiles et ça émet des énergies absolument phénoménales. Et voilà, et tout un ensemble d'autres phénomènes, par exemple la formation d'un trou noir, s'accompagne d'un phénomène qu'on appelle l'hypernova, qui a une libération d'énergie absolument incroyable. Voilà, donc ça c'était un petit peu la partie mettre en évidence observationnelle expérimentale ces créatures étranges et fascinantes. Mais moi dans mon parcours je suis un théoricien, c'est vrai que au début j'ai jamais mis l'œil professionnellement derrière un télescope, je préfère utiliser le télescope de l'esprit. Parce que, je répète, le scientifique pense, contrairement à ce qu'en disent certains. Bon, je vais pas m'acharner, non. Voilà. Et voilà. Et donc, avec les yeux de l'esprit, ce qui est fascinant, c'est d'étudier les propriétés des trous noirs que peut-être on sera à jamais incapable d'aller vérifier sur place. Mais en faisant tourner la bonne théorie, la relativité générale, et en y mettant un petit peu en plus de physique quantique pour améliorer les choses, on découvre justement des propriétés possibles des trous noirs absolument fascinantes que je décline justement dans les chapitres, le trou noir machine, le trou noir quantique, le trou noir laser, le trou noir glabre, etc. Et avec parfois des surprises absolument étonnantes et époustouflantes même. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les trous de verre, les wormholes. Ce serait la possibilité théorique, parce que ça existe en tant que solution sur le papier, on ne sait pas si l'univers reproduit ça dans la réalité des choses, la possibilité qu'en fait, lorsque la matière et l'énergie tombent dans un trou noir, au lieu de s'engouffrer dans un puits avec un fond dans lequel tout resterait bloqué, il y ait en fait, le puits ne soit pas bouché, mais soit une sorte de reconnexion avec une autre région de notre univers, voire même d'autres univers possibles, parce qu'on développe aujourd'hui des modèles étranges qu'on appelle des modèles de multivers, un ensemble peut-être infini d'univers, qui pourraient être connectés entre eux par un trou noir d'un côté, une fontaine blanche de l'autre, c'est-à-dire la symétrie d'un trou noir, relié par un trou de verre. Et si vous avez lu un petit peu de la science-fiction ou vu des films, le fantasme du voyage dans l'hyperespace qu'on peut voir dans certains films, les portes des étoiles, ce n'est que justement la transposition un peu fantasmatique de cette idée de trou de verre qui peut réellement exister dans la nature. Voilà, bon, je ne veux pas parler trop longtemps, je veux faire qu'on ait une conversation. Juste un dernier mot tout de même. La dernière partie de livre, parce que le sous-titre c'est trou noir et énergie sombre, on passe à une échelle différente avec l'énergie sombre, c'est-à-dire que, je vous ai raconté les naines blanches, les étoiles à neutrons, les trous noirs, etc., c'est le destin, toujours entre guillemets, c'est-à-dire l'état un petit peu final de l'évolution du contenu de l'univers. Maintenant, l'univers, c'est aussi un contenant, l'espace et le temps, même. Est-ce que ça évolue? Ben oui, la grande découverte du XXe siècle, la cosmologie, c'est l'expansion de l'univers. L'univers a une histoire, il a une dynamique, il a peut-être un début dans le Big Bang, et puis il a un sort futur que nos modèles, effectivement, s'évertuent à éventuellement prédire et calculer. Et il y a une grande nouveauté qui est apparue par rapport aux modèles originaux du Big Bang qui avaient été conçus dans les années 1920 et 1930 par Lemaître et compagnie, c'est la découverte d'une forme d'énergie, ça date d'environ 10 ans, j'ai écrit d'autres livres dessus d'ailleurs, d'une forme d'énergie assez étrange qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre. Et cette énergie, elle remplit l'espace en fait aux trois quarts, c'est-à-dire notre espace, notre univers. Il est pratiquement pas fait de matière ordinaire, il n'est pas fait d'atomes, comme nous, comme les étoiles, comme les galaxies. Les atomes sont totalement marginaux dans l'histoire de l'univers, ils jouent quasiment aucun rôle dans son évolution et son destin. C'est une énergie diffuse à l'état pur qui gouverne le destin de l'univers, et cette énergie, elle est répulsive.
et elle a tendance à faire exploser l'espace en chacun de ses points. Donc il semblerait que le destin futur de l'univers, dans l'état actuel des connaissances, rempli de cette énergie sombre, soit en fait une expansion perpétuelle et qui s'accélère au cours du temps. Et au lieu donc de finir dans un écrasement final qui serait le Big Crunch, on envisage aujourd'hui quelque chose d'encore plus glaçant, au vrai sens du terme d'ailleurs, de très froid, qui est le Big Rip, le déchirement final, dans lequel en fait l'espace serait déchiré sur toutes les échelles, déchiqueté par cette énergie sombre, que plus aucune structure matérielle ne pourrait exister à cause justement de ce déchirement de l'espace. Donc vous voyez, là on est plus dans le domaine encore de la spéculation théorique fondée sur quelques idées, reste à vérifier ça par le télescope. Le dernier mot, c'est justement la relation possible avec le néant, le vide, justement. On pense aujourd'hui que l'une des hypothèses, l'une des explications possibles de cette énergie répulsive qui accélère l'expansion de l'univers, accélération réellement observée par les télescopes, c'est peut-être tout simplement l'énergie du vide. Et ça montre justement que la physique d'aujourd'hui, la physique du XXe siècle, du XXIe bien sûr, ce n'est pas la physique de Galilée et de Newton. C'est-à-dire que le vide de la physique d'aujourd'hui, ce n'est pas le néant. Ou alors c'est un néant habillé d'énergie. Et on pense que l'énergie sombre, ça peut être l'énergie du vide. Et c'est une énergie, en fait, à l'état diffus, qui est riche de toutes les potentialités. Et dans certains modèles de cosmogénèse quantique, où on essaie de remplacer la singularité du Big Bang, qui évidemment n'est pas un point infinitésimal dont tout sortirait, on le remplace par un concept physiquement plus pertinent, on le remplace aujourd'hui par le vide et son énergie, qui fluctue selon les lois probabilistiques de la physique quantique de façon aléatoire et spontanée, comme un océan qui bouillonnerait, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que notre univers? Ce n'est peut-être qu'une goutte de l'écume, du vide, qui a fluctué et qui a produit, le virtuel, l'énergie virtuelle du vide s'est matérialisée en un espace temps-matière qui serait notre univers, avec la possibilité donc que cet océan virtuel fluctuant constamment de l'énergie du vide produise une grande multiplicité d'univers, donc l'idée d'un multivers, dont notre univers, dont nous essayons de reconstituer péniblement l'histoire depuis 13,7 milliards d'années et peut-être le destin, ne serait qu'un cas extrêmement particulier, une écume parmi un nombre infini d'écumes. Voilà. Donc je terminerai sur cette très belle phrase de Paul Valéry qui disait que les événements sont l'écume des choses, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la mer. Merci, en tout cas, ça fait rêver, ça fait penser, et je suis pas sûr que ce soit très éloigné de la pensée heideggerienne. Un jour, je vais faire un vrai débat là-dessus. Enfin, même quand je dis je suis pas sûr, c'est un euphémisme pour dire qu'il y a vraiment un rapport très très proche entre justement ces potentialités, ces virtualités qu'il voit bien évidemment dans le rien. C'est pas le néant, hein. Le rien, ce qui est tout à fait autre chose. Bien, alors écoutez, chers amis, nous avons là une dizaine de minutes avant de boire un verre et continuer à échanger. Pour que la parole circule, qu'est-ce que... Oui. Attends, on va passer un micro. Donc, soyez bref, on a 2 ou 3 questions. Bonsoir, donc Monsieur Luminet. Donc depuis le début, j'ai une question qui me taraude et qui rejoint le questionnement de Heidegger. C'est la question fondamentale de la philosophie. Et peut-être trompons-nous cette question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'y penser et donc l'inverse du devenir de l'univers? Comment tout ça a-t-il commencé? Et peut-on imaginer un vide total? Oui, c'est la question leibnizienne, entre autres, hein, par excellence, c'est la question par excellence métaphysique. Et je ne sais pas si la science se protège en disant que justement ça ne fait pas partie de ses cordes que d'aborder cette question. Il y a quelque chose, et la science essaie simplement de comprendre ce qu'est ce quelque chose qu'il y a. Et dans ces outils, à la fois pratiques intellectuelles, etc., pour l'instant, la question effectivement, pourquoi il y a justement quelque chose plutôt que rien, ne fait pas partie normalement de son domaine d'investigation. Alors on pourrait croire que justement parler du vide quantique riche de toutes ces potentialités, ce serait peut-être une petite façon de répondre, mais non, ce n'est que repousser la poussière sur le tapis, parce que si je vous dis que tout vient du vide quantique, le vide quantique, il vient d'où? Pourquoi y a-t-il le vide quantique plein d'énergie plutôt que rien? Donc ça ne répond pas effectivement à cette question qui, pour moi, restera à jamais métaphysique. Alors, et entre les deux, pourquoi y a-t-il des structures logiques, compréhensibles mathématiquement, physiquement? Pourquoi y a-t-il des logiques? Alors, extrêmement intéressant comme question, évidemment.
Ça renvoie à toute l'histoire de la philosophie aussi, à Platon, les idées, etc., un ensemble de choses. Et un débat qui n'aura peut-être jamais de fin également. Est-ce que les structures logiques... Il y a des structures logiques parce que les structures sont nécessairement logiques lorsqu'elles sont décrites par la démarche scientifique. Forcément. Maintenant, justement, est-ce que la démarche scientifique est capable de décrire toutes les structures, ou est-ce que simplement notre réseau de neurones n'est capable que de voir les régularités dans l'univers, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des structures logiques, et n'est capable de... Peut-être que le véritable univers nous échappera à jamais, parce que c'est peut-être un chaos absolument informe où il n'y a aucune loi qui gouverne quoi que ce soit, mais nous avons l'illusion depuis Pythagore, Platon, la fondation de la science, disons rationnelle, d'essayer de dégager des lois de l'univers, sinon on n'est pas scientifique, on n'est pas physicien, et on fait le pari qu'il y a des lois, peut-être pas éternelles, mais enfin des lois suffisamment solides et longues pour retracer à peu près, effectivement, essayer de comprendre l'univers qui nous entoure. Et personnellement, je n'ai pas de position philosophique là-dessus. Donc c'est une mise en abîme du pari pascalien à niveau scientifique. Si on veut. C'est la Mac de Newton. Tu veux dire quelque chose? Oui, sur le premier aspect de votre question, alors c'est pas Heidegger, mais c'est son maître et ami Husserl. Dans les méditations cartésiennes, justement, il pose la fameuse époquée phénoménologique, c'est-à-dire la mise entre parenthèses de la question de l'être. Est-ce que l'être est ou pas? Finalement, peu importe. Peut-être que tout ça n'est qu'illusion, mais voilà, ce qui importe, c'est pas tant que quelque chose soit, mais le fait qu'on le perçoive. Donc, c'est peut-être une première... Le voile de Maya. Allez, cher ami, tiens là, notre jeune homme là. Merci de cet exposé brillant et fort intéressant, mais qui à deux égards pour moi présente des questions. La première question qui me rassure, c'est que je semble que la connaissance soit asymptotique. Plus on zoome, finalement, moins on sait. Et la deuxième chose, c'est que on parle de choses dont finalement on ne connaît pas grand-chose. On voit que la force principale dans l'univers, c'est la gravité. Et avez-vous jamais croisé un graviton? Alors nous croisons tous les gravitons sans nous en rendre compte, parce que les gravitons ne sont pas détectables en tant que gravitons. Mais normalement le graviton, tout comme le photon est la particule associée à l'onde lumineuse, vous savez que dans la physique quantique, tout est à la fois onde et corpuscule. Bien. Donc si on veut avoir également une explication quantique de la gravitation, et pas la force de l'attraction universelle de Newton, pas simplement la courbure de l'espace-temps einsteinienne, il y a la gravitation, il y a un aspect particulier dont la particule s'appelle le graviton. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'expérience capable de mettre en évidence directement l'aspect corpusculaire de la gravitation, alors que l'aspect ondulatoire est mis en évidence depuis peu d'ailleurs dans de vastes systèmes. J'ai d'ailleurs un chapitre consacré à ça qui s'appelle la lumière gravitationnelle, qui s'appelle en fait les ondes gravitationnelles, qui sont effectivement la partie ondulatoire de la gravitation. Mais ne vous trompez pas, hein, si vous ressentez déjà votre poids, votre pesanteur, c'est la gravitation de la Terre, donc d'une certaine façon le graviton, vous le ressentez de cette façon-là. Encore une ou deux questions? On va être sidéré. Tout est clair. Comme ça. Non, c'est la sidération. La sidération. Une. J'adore l'origine de ce mot qui vient évidemment du ciel, la sidération. Alors, Antoine. Merci, bonsoir. Je voulais simplement savoir, est-ce qu'on a pu démontrer le fait qu'un trou noir est le moteur tournant de notre galaxie? Non, ce que l'on a démontré, c'est qu'il existe bel et bien un trou noir géant au centre de notre propre galaxie, tout comme il en existe pratiquement au centre de toutes les galaxies. On fait notamment, depuis plus de 20 ans maintenant, un suivi très précis des étoiles très proches du centre de gravité de la galaxie. On les voit tourner autour d'un centre de gravité invisible où on ne voit rien. On mesure leur mouvement et on analyse leur mouvement. Et elles tournent, on a reconstitué donc toute la dynamique de cet amas d'étoiles. Et en reconstituant la dynamique, on a vu que ces étoiles-là, qui ont déjà accompli une orbite entière, par exemple, une belle ellipse de Kepler, tournent anormalement vite, enfin en tout cas anormalement vite. Elles tournent plus vite que ce qu'elles le feraient s'il n'y avait pas d'objet massif invisible au centre.
Et donc, pour expliquer ces grandes vitesses observées, eh bien, on invoque nécessairement, effectivement, l'existence d'une masse obscure qui est en fait au centre même de la galaxie et qui accélère les vitesses de ces étoiles-là. Et il y a tout un faisceau d'observations très différentes qui convergent vers la certitude, quasi-certitude, qu'il y a un trou noir de 4 millions de fois la masse du Soleil. Mais à l'échelle de la galaxie, pour nous, ça paraît énorme, hein, 4 millions de masses solaires, c'est un truc absolument effrayant, mais à l'échelle de la galaxie, c'est rien. La galaxie, c'est 300 milliards d'étoiles. Et donc, en fait, le trou noir galactique central n'est pas du tout le moteur de quoi que ce soit dans la galaxie, il influe juste dans son environnement, c'est-à-dire, il agit un petit peu, il influence jusqu'à quelques années-lumière autour de lui, et c'est tout. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu, la galaxie se comporte tout à fait comme un objet newtonien, galiléen, ordinaire. Voilà. Donc, souvent, les trous noirs sont présentés dans la vulgarisation comme des ogres. Si on les met quelque part, ils vont tout absorber. Évidemment, c'est considérablement exagéré. Ça fait vendre peut-être des papiers et des articles, mais le trou noir n'est pas comme ça. Si on mettait un trou noir à la place du Soleil, figurez-vous, un trou noir de même masse que le Soleil, eh bien, on ne se rendrait compte de strictement rien. Mis à part qu'il n'y aura plus de jour et de nuit, il ferait la nuit, il n'y aura pas de lumière. Mais sur le plan gravitationnel, faut pas croire que la Terre se mettrait à tomber dans le trou noir, elle continuerait à tourner exactement comme elle le fait, parce qu'on serait suffisamment loin du trou noir pour ne ressentir aucun de ces effets relativistes particuliers, ces effets d'attraction sans retour. Voilà, donc ça montre quand même que le trou noir... Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les galaxies ont ces formes d'ondes un peu comme un tourbillon, enfin comme la surface de l'eau autour d'un tourbillon? Pourquoi est-ce que ça influe si c'est si petit à l'échelle de l'ensemble de la galaxie? Oui. Pourquoi est-ce que ça semble influer toute la structure de la galaxie? Eh bien parce que en fait c'est pas du tout du tout la même nature de tourbillon. D'abord, toutes les galaxies n'ont pas la forme de tourbillon. Il n'y a qu'une classe de galaxies qu'on appelle les galaxies spirales, qui ont des formes de tourbillon. En fait, c'est simplement parce que ces galaxies-là, au cours de leur formation, qu'il y ait trou noir ou pas au centre, se sont aplaties parce qu'elles sont en rotation, ce qu'on appelle du moment angulaire, etc. Et que la matière a tendance à se rassembler dans des bras. Et que, comme la rotation, elle se fait non pas uniformément, comme dans un CD ou un vinyle, la rotation est dite différentielle. Quand on est près, on tourne plus vite que quand on est loin. Donc ça se déforme au cours du temps. Et donc les bras s'incurvent et donnent ces belles formes de spirale qui donnent l'illusion d'un tourbillon. Voilà. Mais ça donne le vrai tourbillon, il y a un mouvement qui attire aussi vers le centre, qui va faire tomber, même le tourbillon marin, le maelstrom cosmique. Il y a le texte d'Edgar Poe, le manuscrit trouvé dans une bouteille est absolument extraordinaire. On dirait 100 ans avant la lettre, la description du tourbillon d'espace-temps autour d'un trou noir. Voilà. Mais les tourbillons que l'on voit dans les galaxies spirales, c'est pas du tout de cette nature-là. Les étoiles ne tombent pas dans le tourbillon. Au contraire, elles ont une tendance plutôt à partir. À faire des galaxies ont tendance au contraire à se désagréger et à se dissoudre. Voilà. Bon. Je vous remercie. On a été là à l'infini. La prochaine fois, le 11 février, on fera autour de Régis Debray une éloge des frontières. Donc on va là limiter. Donc c'est le 11 février qu'on se retrouvera avec Régis Debray. Je te remercie encore vivement. Donc encore une fois, pour ceux qui le désirent, il y a quelques exemplaires du destin de l'univers que Jean-Pierre Luminet pourra nous signer et on va continuer la discussion bien sûr autour d'un verre que nous offre Colette Verbier. Merci beaucoup. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, moi je me trompe toujours. Oui, vas-y. Qui est-ce qui veut parler Juste une seconde, quelques minutes avant de terminer. Alors, c'est la chronique habituelle qui m'a fait joli oubli, comme tout le temps. Là, c'est l'arbre. Donc, on commence de manière vite avec, naturellement, l'expo qui s'y présente à Ricard. C'est un expo d'un projet européen avec 12 artistes émergents qui viennent un peu de plusieurs pays de l'Europe. C'est une réflexion théorique sur l'utilisation et la manipulation des formes, des images et des textes. Et vous pouvez trouver aussi des affiches que vous pouvez amener chez vous comme cadeau. Après, on reste dans le côté de l'art. Au-delà de Monet et Basquiat qui ont colonisé l'art à Paris et sur tous les trottoirs et l'espace physique, je signale au mois de mars, le 1er mars, au Jeu de Paume, un expo Empire State Building, les travaux sur de la coopérative société réaliste, c'est sur le monde de la perception et le contrôle.
Et jusqu'au 13 mars, vous pouvez encore avoir l'occasion de l'expo à la Fondation Cartier de Moebius. Moebius transforme. Et aussi science et fiction, aventure croisée qu'on trouve aussi des sciences. Et je signale surtout le 19 mars, le retour en France pour ceux qui sont passionnés de l'art urbain, de Miss Van, après 3 ans de voyage partout dans le monde, avec une nouvelle expo qui s'appellera Twinkles, qui actuellement est à Shanghai, et c'est à la galerie Magda Danise. Et on passe à la vidéodanse. L'MQ2 Quai de Loire, avec la Cinémathèque française, organise un cycle de films sur la vidéodanse, commencé le 10 janvier jusqu'au 6 février. Vous pouvez voir des films de danse autour de Pina Bausch, Mercy Cunningham et Jérôme Bell. On passe au Cinoche, au cinéma. Vu qu'il y a beaucoup de titres de Lumineux font aussi appel à des titres de cinéma, des paragraphes. Donc des films très attendus, Michel Gondry, qui va nous régaler avec The Green Hornet, donc le nouveau super-héros. Clint Eastwood avec le film Au-delà. Tom Hooper, ce film très attendu, Les discours d'un roi, et surtout le film d'Arian Aronofsky, Black Swan, avec Natalie Portman. Côté livre, je signale le livre de Anne Pétiot qui sortira au mois de février, Technomédia, Gène, musique et blogosphère. Et aussi, nouvelle édition fondée par Rodolphe Lachat, qui n'est pas là ce soir, Langin et Manning, où il est sorti le premier volume qui est sous Dark Vader, de Complete Vader. Et un livre paru au cahier de Lerne, de Hakim Bey, Zone interdite, donc surprise Hakim Bey à Lerne, une nouvelle collection de politique. Et un dernier livre à signaler, c'est un livre intéressant, édition L'Éclat, de Walter Benjamin Scholem, c'est les correspondances 1933-1940 sur théologie et utopie. Et pour terminer, une édition de luxe de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, paru à Maximilo. C'est un très belle édition, avec une couverture de luxe et 40 dessins et images qu'on trouve à l'intérieur qui sont le commentaire de ce roman, disons, de Nietzsche, donc paru aux éditions Maximilo. C'est tout. C'est la correspondance entre